sont Ah oui, d'accord. Donc là, on aborde les questions. On va d'abord répondre, excusez-moi. Voilà, ça y est. On va répondre aux questions. Donc là, c'est la réponse aux questions. Donc peut-être que Michel, Chantal et tout, vous allez venir à côté de moi parce qu'on va répondre collectivement et autant être devant. On va prendre une table. Oui, je ne vais pas voir les questions. Hop, tiens. Et Claire, elle est malheureusement. Voilà, donc on va être devant. On va être 3 médecins. Alors, les questions à répondre. Est-ce qu'il existe des personnes connaissant, mais le micro, il n'est pas. Non, connaissant celles qui aident à l'orientation professionnelle en fonction des possibilités. Donc, on a répondu ce matin à cette question. On peut préciser, oui, on peut préciser, effectivement, il y a 2 notions, il faut pouvoir bouger. Donc, ce qu'il a dit, c'est que la prise. Merci beaucoup pour votre accueil et à bientôt pour les collaborations multiples. À bientôt, oui, merci. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont quand même monté leur société parce qu'il est important de pouvoir travailler à son rythme. Donc, il y a des gens qui ont de bonnes compétences techniques, donc ils peuvent monter leur boulot qu'ils font à domicile et travailler à leur rythme comme ça, et toujours dans les relations humaines souvent, parce qu'ils donnent beaucoup aux autres. Et comme ça, ils s'adaptent. Sinon, les boulots, moi je conseille le boulot de secrétaire en pouvant bouger. Voilà, des boulots sans port de charge lourde. Souvent, c'est des gens qui sont dans le soin, des infirmières, des aides-soignantes, donc elles portent des poids. Et c'est inapte, à chaque fois il y a accident de travail, tendinite, etc., inaptitude. Et moi, je peux faire l'expérience, et moi, je conseille plutôt des boulots de bureau avec la possibilité de bouger. Voilà, c'est à toi. Il y a des médecins aussi Oui. qui arrivent à adapter leur travail. Ça permet aussi de travailler quand même. Voilà, c'était la question qui était posée aussi ce matin. Jusqu'où c'est un travail à plein temps ou un travail à 80%, ou suivant aussi les possibilités des rémunérations et la possibilité de chacun. Une autre question. Nous sommes tous les deux CED et aidants l'un de l'autre. Compliqué à gérer pour nous deux. Oui, il arrive que des gens se rencontrent et qu'ils s'aident parce que ils ont des sphères communes de musique douce, de pas trop fort, de pas de musique violente, et donc hypersensibilité. Et leur hypersensibilité, leur hypersensorialité. Et ce sont des gens qui sont amenés éventuellement à se rencontrer et éventuellement à s'apprécier et à vivre ensemble. Donc, aidant l'un de l'autre, oui, mais se comprenant mieux que d'autres qui n'auraient pas une connaissance de cette maladie. Très souvent, dans les couples, c'était abordé ce matin par Philippe, de dire qu'il y a éventuellement des vies qui sont parallèles et que les gens vivent côte à côte sans ressentir exactement les mêmes choses au niveau de la sensorialité, de la sensibilité. Voilà, il y en a un qui prend sa douche le matin, ça met en pleine forme, l'autre qui la prend plutôt le soir parce que, etc., etc. Et que ces personnes vivent leur vie côte à côte et pas exactement dans le même monde. Et ça, il faut que chacun des deux le sache. Est-ce que vous avez des questions dans la salle aussi? Parce que oui, s'il vous plaît, assez fort, assez fort. Je voulais poser comme question s'il y a 2 minéraux indispensables à la synthèse du collagène, c'est le sélénium et le cuivre. Faut-il en prendre en supplément, mais également les vitamines du groupe B? Souvent, en fait, c'est des recherches qui sont faites. Du fait du SAMA, on a une mauvaise absorption des vitamines, effectivement certains minéraux, et effectivement, il y a des médecins qui prescrivent des bilans de ce type-là pour voir les supplémentations nécessaires. Souvent, les vitamines B, c'est très fréquent. Si on les absorbe et qu'on ne peut pas les intégrer.
En fait, vous prenez 100% ou 150% du besoin quotidien et vous finissez par les absorber. Hein. On augmente ça absorbe quand même, mais sinon vous serez mort. Hein. Ça absorbe quand même, mais ça absorbe moins. Donc effectivement, moi je conseille aux patients des supplémentations après un dosage. Il y a aussi la vitamine D. Et tous les patients CED ont des vitamines D dans les chaussettes. Là, un patient CED doit prendre de la vitamine D tous les matins. Hein. De toute façon, c'est obligatoire. Il y a aussi des carences en fer assez fréquentes. Une fois sur deux, moi j'ai des ferritines qui sont très basses parce qu'on ne fixe pas le fer. Donc effectivement, là, il faut donner des supplémentations. Il y a pas mal de patients, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui ont des transfusions de fer, hein, parce qu'effectivement, ils ne fixent rien. Moi, j'en ai eu plusieurs. Est-ce qu'un terrain acide est plus propice à développer le sel? Je n'ai pas d'études cliniques là-dessus. Moi non plus. Non. Par contre, ce qu'on peut souligner, c'est pas parce qu'on va prendre du collagène que ça va modifier le collagène. Hein. La synthèse du collagène est faite aussi justement par cette maladie qui modifie le collagène. Et c'est pas la structure du collagène, pardon. Et c'est pas parce qu'on va prendre du collagène que ça va changer la structure du collagène qu'on fabrique, que les CED fabriquent. Hein. Donc, il faut se méfier aussi de voilà. Bon, et puis, quelquefois, c'est ce que disait Philippe ce matin, on s'aperçoit qu'il y a éventuellement un traitement qui peut amener du bien. Et bien, à ce moment-là, on essaie de le retenir, même si on ne comprend pas très vite. C'est individuel. Effectivement, j'ai des patients qui sont améliorés par le collagène, minorité, mais bon, pourquoi pas. On ne connaît pas tout. Hein. Intellectuellement, on ne l'explique pas. Non, c'est ce que dit, intellectuellement, ce n'est pas concevable. Et si dans la pratique, ça soit oui. Est-ce que les études sur le nombre de TSA par rapport au nombre de CDH, est-ce que les CDH sont souvent TSA ou pas forcément? Très souvent. Très souvent. Moi, j'ai pas mal de diagnostics de TSA qui arrivent dans mes questionnaires. Je fais les questionnaires avant. Hein. La majorité sont des CHA ou des TDAH. Il faut dire aussi qu'il y a des faux diagnostics de TSA parce qu'un enfant en CED, il est précoce, donc il va s'emmerder en classe, il ne parlera pas avec ses copains. À la récré, il va aller parler avec les enfants qui ont deux niveaux supérieurs. Donc c'est des faux autistes. En fait, c'est parce qu'ils ont que l'intérêt à partir avec eux, comme ils sont hypersensibles, une bien tailleur qui est assez riche. Moi, à l'école, j'aurais été diagnostiqué autiste, hein. C'est exactement comme ça. Mais c'est des TSA, c'est un petit peu exagéré, à mon avis. Si je peux me permettre, le TSA, on peut élargir à tout ce qui est neurologique. Le problème, c'est qu'ils sont agités, ils manquent d'attention. Pourquoi? Parce qu'ils ont les taux proprioceptifs et leur cerveau leur demande de bouger sans arrêt pour trouver une position d'équilibre. Donc, ils sont sur la siège, ils bougent sans arrêt. Ils sont en avant pour les autistes. En plus, ils sont hyperactifs, ils entendent hyperauditifs, ils entendent trop bien, donc ils se bouchent les oreilles. Ils sont dans leur monde, c'est que c'est compliqué pour eux. Ils ne bougent pas s'ils pensent à autre chose. Ça, très bien. Tu vois plus de patients, je vois plein de patients comme ça. Oui, c'est ça. Et en fait, ils sont en avance, ils s'emmerdent. Donc là, maintenant, c'est plein de mal comprenants les classes. Donc la maîtresse répète 40 fois la même chose. On cède, la première fois, il a compris. Alors après, il a besoin de bouger et il s'emmerde. Et il y a trop d'eau. Effectivement, ils sont enfermés. D'autres questions en présentiel? Est-ce qu'il y a un lien entre le sel le HSD et la stomatoglossolie, la neuropathie des petites fibres? Oui, parce que dans les chavettes neuro qui je travaille, c'est souvent évoqué. Mais pour nous, c'est le sel. C'est un diagnostic équivalent, mais les neuro à qui je parle, on parle de sel. Bon, effectivement, alors que cette pathologie a été évoquée, alors que le traitement qu'on va mettre en place va les soulager. L'essentiel, c'est de soulager les patients et le traitement marche. Voilà. C'est important. Nous, on est là pour soigner les gens et pour les soulager. Oui. Est-ce que dans le cas du traitement du SAMA, on prend des médicaments pendant une semaine et si au bout d'une semaine ça ne marche pas, on arrête ou est-ce qu'il faut continuer un petit peu plus longtemps? Alors, le traitement du SAMA. Oui. Très souvent, on voit dans les consultations de suivi des gens qui disent j'ai pris le traitement du SAMA, ça n'a pas marché. Ah bon, d'accord. Vous avez pris quoi?
j'ai pris un cétirizine, un Aerius, on va dire, et puis 2, comme vous m'avez dit, puis ça n'a rien fait. Alors, il faut savoir que le traitement du SAMA, c'est un traitement qui est reconnu internationalement et nationalement, et que très souvent dans le suivi, on entend des gens qui disent « j'ai pris le traitement et ça n'a pas marché ». Le traitement du SAMA, pour que ça marche, il faut qu'il soit pris suffisamment longtemps, donc 8 jours n'est pas suffisant, et aux doses satisfaisantes. Le traitement du SAMA agit comme un seuil, ce n'est pas progressif. Il faut monter le seuil pour qu'il soit éventuellement actif. Le traitement du SAMA, c'est 1, 2, voire 3, voire 4 antihistaminiques H1. 4 antihistaminiques H1. 4 Aerius, 4 cétirizine, 4 desloratadine, 4 par jour. Si à 2, ça fonctionne très bien, mais on peut aller à 4. Et quand je fais les ordonnances, je mets voire 3, éventuellement 4, et je mets entre parenthèses, je dis 4. Pour bien dire à la pharmacienne, non, je ne me suis pas trompé. Ne dites pas à la patiente, au patient, le médecin a dû se tromper, il a mis 4, j'ai jamais vu ça, donc il a dû se tromper. Non, on ne se trompe pas. On peut aller à 4. Voilà. Donc, jeudi 4, pas mercredi 5. Jeudi, donc je n'avais pas bonne. Donc, 4 antihistaminiques H1, plus, c'est un trépied, de la famotidine. La famotidine est un antihistaminique H2, c'est-à-dire qui agit particulièrement au niveau digestif. Au niveau digestif, pour calmer au niveau digestif, mais toutes les molécules vont dans le corps entier. Donc, le traitement n'est pas que digestif, il est général. Donc, on va là, en prenant de la famotidine, ou de la cimetidine, ou de la ranitidine, en fonction de ce qui est disponible. Souvent, c'est la famotidine. Famotidine 40, on en prend 1, voire 2. Puis, un antileucotrione. Pourquoi antileucotrione? Parce que les mastocytes, quand ils libèrent les produits, ils en libèrent plein. Il y a aussi des prostaglandines. On pourrait prendre des antiprostaglandines. Et dans le 7, ça pose un problème. Le meilleur antiprostaglandine étant l'acide acétylsalicylate. Bref, on met ça de côté et on repart. 4 antihistaminiques H1, 2 H2 et des antileucotriones. Montez le casse. Il n'y en a plus qu'un. C'est le seul. L'AMM, c'est donné pour l'asthme. Et c'est le seul antileucotrione qu'on ait de l'asthme ou pas, ça fait partie du traitement du trépied. Donc, premier traitement, et il y a un 4e médicament qu'on peut donner ou dans un second temps, ou premièrement, ça dépend de plein de choses, le 4e médicament est du chromoglycate de sodium. Le chromoglycate de sodium est quelque chose qui renforce la paroi du mastocyte. Ce chromoglycate de sodium est en préparation magistrale et il faut prendre, doser à 200 grammes, il peut y avoir des effets secondaires, doser à 200 grammes, 200 mg, pardon, et à prendre 20 minutes avant chaque repas. Voilà. Donc, un petit peu plus difficile à prendre, sauf qu'il peut y en avoir besoin. Lorsqu'on prend ce traitement, il faut bien comprendre qu'il doit être très progressif, puisque même le premier traitement d'antihistaminique H1, il y a des gens, parce qu'ils ont un SED et un SAMA, et parce qu'ils ont un SAMA associé au SED, même un Aerius, un desloratadine, peut donner des effets secondaires. Alors, est-ce qu'on doit rejeter ce traitement alors que, justement, il est essentiel? Et il est arrivé qu'on passe à des doses pédiatriques pour pouvoir arriver ensuite à 1, voire 2, voire 3. Par exemple, voilà. On peut aussi changer l'antihistaminique puisque, effectivement, dans le SED et le SAMA, c'est assez étonnant. Il y a un antihistaminique H1 qui n'est pas efficace, un autre qui a plein d'effets secondaires, qui éventuellement est efficace, et l'autre qui peut être efficace sans effets secondaires. Alors là, c'est la valse, effectivement, de ces antihistaminiques. Il faut trouver le bon, celui qui a le moins d'effets secondaires et qui a le plus d'effets thérapeutiques. Il y a aussi, mais c'est bien en théorie, mais un petit peu moins sur la pratique, où il y a des possibilités de donner 2 antihistaminiques, comme ça,
on jongle sur l'efficacité et sur les effets secondaires. Seulement, c'est aussi plus simple de prendre un antihistaminique et puis d'en avoir qu'un déjà. Les gens sont un petit peu, ont tellement d'informations sur le médicament que c'est plus facile d'en prendre qu'un seul. Donc, l'antihistaminique, il est à choisir. Il peut avoir un effet secondaire et on a à changer. 2, 3 antihistaminiques H1, 1, 2 antihistaminiques H2, 1 antileucotriène. Il se peut que la personne soit, et ça arrive, hein, soit très bien avec 2 antihistaminiques H1, un antihistaminique H2 et puis un montelukast. Et qu'il soit, ça y est, je vais très bien, je ne vais plus aux toilettes tout le temps, je vais pas voilà, j'ai plus mon urticaire insistant et je respire bien. Voilà. Donc, à ce moment-là, le traitement du SAMA qui a l'ambition, la prétention d'agir, en fin de compte, sur la douleur et la fatigue. Le traitement du SAMA, ce n'est pas seulement pouvoir manger des fraises et puis avoir d'urticaire, ce n'est pas seulement prendre sa douche et que ça ne va plus, ce n'est pas seulement avoir beaucoup moins de palpitations. La prétention du traitement du SAMA, c'est avoir moins de douleur et moins de fatigue. On est très ambitieux, on est très prétentieux. Encore faut-il que le traitement ait été pris. Et dans les suivis, il n'a pas été bien pris parce qu'il y a un médicament qui n'a pas été bien supporté et parce qu'ils se sont dit, le pharmacien m'a dit certainement pas 4, il faut en prendre que 2. Et puis, éventuellement, le traitement a été commencé, mais le médecin généraliste, il n'a pas été bien informé qu'il faut en prendre. Là, il dit, moi, je ne prescris pas 4 antihistaminiques, je veux bien vous en donner 2, pas plus. Et puis, combien de temps le patient ou la patiente après le traitement? Parce que ça prend du temps quand on passe de 2 antihistaminiques H1, on rajoute la famotidine, est-ce qu'il y a un effet secondaire? Il faut presque un cahier pour avoir un calendrier pour prendre ces traitements. Dès qu'on introduit la famotidine, il peut y avoir des effets secondaires de la famotidine. Et il y a des lois de série en ce moment, moi je trouve que j'en ai un peu plus. Bon, mais bon, quels sont les effets secondaires rapportés en fait? Les antihistaminiques, c'est que ça fait dormir. La famotidine, des fois, ça fait mal au ventre. Alors, c'est fait contre et ça fait plus mal au ventre. Donc, avoir jusqu'où on doit, à la place du 40, prendre du 20 pour pouvoir augmenter petit à petit. Est-ce que c'est pas l'excès? Voilà. Est-ce que c'est... oui, j'ai pris puis j'ai eu mal au ventre, mais ça se trouve, ça ne venait pas de la famotidine. Donc, est-ce que vous pouvez réintroduire la famotidine? C'est marqué sur votre calendrier, j'ai un tel jour, et en fait, ça, c'est bien passé ce jour-là. Donc, ce n'était pas la famotidine. C'est un traitement, on tâtonne, il n'y a pas, les patients sont tous différents, les SAMA sont tous différents, et ce qu'on veut, c'est aller sur le traitement de la fatigue et des douleurs finalement. Sauf si il y a des gens qui ont un SAD et un SAMA et qui disent si j'avais plus mal au ventre, moi je vous demande simplement plus avoir mal au ventre. Je ne veux plus avoir la diarrhée, je ne veux plus avoir mal au ventre comme j'ai mal tout le temps. Voilà. Ça peut être un symptôme majeur. À ce moment-là, on a soigné le symptôme majeur, mais il va se repointer la fatigue et la douleur, c'est bien ça. Donc, très souvent dans le suivi, et c'est ça ce que nous apprend le suivi, c'est le traitement n'a pas été efficace, sauf qu'il n'a pas été bien pris ou pas suffisamment longtemps. À partir de combien de temps? La question était posée, à partir de combien de temps on peut faire le bilan? À partir de combien de temps le traitement maximal a-t-il été pris déjà? Et de prendre le traitement et de l'augmenter petit à petit, ça peut prendre plus d'1 mois. S'il y a un petit effet secondaire, on attend, et on attend 8 jours. Voilà, ça y est, ça a l'air de se caler. Je n'augmenterai que dans 8 jours, dans 15 jours. Donc, ce traitement, pour qu'il soit mis en place à la bonne dose, ça peut déjà prendre plus d'1 mois, voire 2 mois. Donc, voilà. Alors, j'ai développé beaucoup parce que certainement, il y a beaucoup de questions sur ce SAMA et que le plus souvent, c'est ce qui est dit, le traitement n'a pas été efficace, sauf qu'il n'a pas été bien pris à la bonne dose et suffisamment longtemps. Après, une fois que ça, si on n'a pas ajouté le chromoglycate, c'est le moment de l'ajouter, éventuellement dans une deuxième consultation.
Donc voilà, si j'ai bien répondu à ta question sur le SAMA, oui. Si je peux, Oui, si je j'en peux prie. compléter, Oui, oui. dans mon expérience personnelle, moi, ces gens-là font des intolérances alimentaires. Donc, effectivement, ils ont mal au ventre et ils ont fait un régime spontanément. Je conseille les FODMAP, sur le pas. Ils notent les aliments auxquels ils sont tolérants. Souvent, ils sont équilibrés, ils vont manger chez un ami, ça repas. Moi, je leur dis, écoutez, vous allez manger chez les amis, vous n'allez pas contrôler les produits que vous ne tolérez pas. Donc, je fais augmenter les anti-H1. Je dis, voilà, pendant 48 heures, augmenter les anti-H1 au cas où vous rencontrez cet aliment, cette intolérance qui va vous gêner. Et généralement, moi, j'ai le bon retour là-dessus, dans la façon de gérer le traitement, de le moduler en fonction du régime. En fait. Sinon, le problème aussi du traitement du SAMA, c'est parce qu'il y a plusieurs comprimés et qu'on a dit ce matin justement que les patients avaient du mal à prendre des médicaments. Donc, effectivement, l'observance, L'observance maximum, c'est 40%. Voilà, Si les patients tout venant, si vous prenez des asthmatiques, il y en a 10% qui prennent le traitement. Et en général, quand vous prescrivez un traitement, il y en a 40% sont les statistiques qui vont prendre la posologie que vous avez proposée. 60% vont faire leur sauce à eux. Leur sauce à eux, ça ne marchera pas. Il faut respecter la prescription. Oui, une autre. La bilastine, c'est pas dans le traitement. Si, la bilastine est un antihistaminique H1. Donc là, il y en a plein, cetirizine, etc. Et il n'y en a pas un qui est meilleur qu'un autre, sinon on dirait il faut toujours prendre. Voilà. Alors, il y en a un qui est meilleur pour une personne. Voilà. Moi, je fais généralement, parce que statistiquement, c'est ce que j'ai trouvé, mais c'est très personnel, je donne de la cetirizine. Et puis voilà, c'est mon impression personnelle que c'est celui qui marche le mieux, qui serait le mieux supporté. La chose de la bilastine, dans la mesure où il est censé ne pas diffuser au niveau cerveau, quoi qu'il y a des gens qui dorment quand même, il y a la bilastine. Voilà. Ça, chaque labo va mettre en avant son argument. Pour moi, il n'y en a pas un qui m'a convaincu en disant c'est celui qu'il faut dans le sein. D'autres questions dans la salle? Oui. Alors, il y a 9 nouvelles questions de la part des personnes en visio. Alors, la page, si tu vois une nouvelle question. J'ai vu après. Ouais. Alors, il y en avait deux ce matin. Qui était, que pensez-vous des paroles pour adolescents? On peut en penser que du bien. C'est un petit peu une question sans doute à Philippe qui est resté posée. Le rapport entre le diagnostic de SED et de fibromyalgie et fatigue chronique. On peut dire que quand on a un diagnostic SED, on remplit pratiquement toutes les cases de la fibromyalgie. Voilà. Que les fibromyalgiques ne sont certainement pas tous des SED, alors là, non. Par contre, un fibromyalgique qui a une hyperlaxité articulaire, celui-là, il faut se poser des questions. Je peux citer une étude que j'avais faite, je me suis fait mal aussi. Donc, à Dax, il y a des cures fibromyalgie. Donc, j'avais l'infirmière, j'avais distribué des questionnaires anonymes sans dire ce que je faisais, à 30 fibromyalgiques, avec les réponses. Je les ai revues après en consultation gracieusement. Et sur les 30, il y avait 21 SED. Non diagnostiqués parce qu'on ne connaît pas le tableau clinique du SED. Les patients, souvent, quand ils ont un SED, ils disent j'ai eu de fibromyalgie en plus. Voilà, c'est en fait un SED et puis donc les symptômes fibromyalgiques en même temps, mais il y a plusieurs maladies. L'inconvénient de la fibro, c'est qu'il n'aura pas le bon traitement. On est là pour soulager les patients. C'était une remarque plus qu'une question. Le problème des longs trajets et des frais pour aller voir les spécialistes aux quatre coins de la France, oui. Bon, c'est plutôt un constat que jusqu'où ça peut être pris en charge ou pas. Peut-il être bénéfique d'obtenir un suivi en centre de rééducation? Si oui, comment faire quand notre généraliste n'est absolument pas à l'écoute? Alors, deux questions, surtout la première. Est-ce qu'il est bénéfique d'obtenir un suivi en centre de rééducation? Oui, moi, on a sur Bordeaux un centre où il y a un circuit SED. Il y a une maison de... Je ne me souviens plus laquelle, c'est à côté de Mérignac.
il y a un médecin, un rééducateur qui s'est exercé sur le Z et qui a fait un circuit Z de soins en tenant compte des particularités du Z. Mais c'est rare. Hein. Voilà. Moi, je l'ai vu sur Bayonne, ça y est, j'ai le père d'un petit Z qui est médecin éducateur et qui a monté aussi un circuit sur Bayonne. Et puis tous les SEC n'ont pas besoin d'un centre de rééducation. Tout à fait. Exactement. Particularité. Et, c'est rare. Et naturellement que ça peut être bénéfique si on en a besoin. Voilà. L'autre question, c'est comment faire quand notre médecin généraliste n'est absolument pas à l'écoute? On a un petit peu répondu ce matin. Comment faire? On change, mais c'est pas facile. Comment faire? Il n'a pas assez. Comment faire? C'est comment faire? C'est lui demander de prendre en charge la douleur, de prendre en charge les symptômes, voilà. Et puis d'oublier que c'est un 7. Voilà, il ne parle pas de 7, mais il prend en charge les symptômes. C'est chronophage et peu rentable et pour un médecin. Puis, quelquefois, ça vaut la peine, effectivement, de changer si c'est complètement impossible. Faut pas... Voilà, alors ça vaut le coup de faire 20 km, 25 km ou plus, parce qu'on va être entendu quand même. Donc, ou bien, il n'a pas tout compris, mais il veut bien prendre symptôme par symptôme, bah, on y va, ou pas, et puis jusqu'où il y a une possibilité de changer, d'avoir... voilà. Mais il y a des déserts médicaux, et on est dans une région où il y a un désert médical tel que quand il y a un médecin généraliste qui veut bien répondre et qui veut bien inscrire, on est déjà drôlement content. Donc, tout ça, ça dépend. À Paris, c'est plus facile. Dans les grandes villes, c'est plus facile. Et il y a des régions déshéritées comme le Loiret, le Loir-et-Cher en particulier, qu'on connaît avec les gens ici, et où on n'a déjà pas de médecin traitant. Il y a une piste qui est encourageante, c'est le SAMA. Là, moi, je fais les formations sur le CED. Là, j'ai fait une formation sur le CED à Test de Buche. Les médecins m'ont demandé de me reconvoquer en janvier pour faire une formation SAMA. Le CED, c'est 1% de population générale. Le SAMA, c'est 15%. Donc, le SAMA, ça les intéresse. Parce qu'effectivement, je pense que par le biais du SAMA, on va amener les gens à s'intéresser au CED. Le SAMA, ils en ont plein. Donc, ça va les intéresser de savoir comment on le traite. Et puis les médecins généralistes, en fait, le problème, c'est que s'ils sont étiquetés médecins compréhensifs, SED ou connaissant un peu le SED, ils se retrouvent très vite débordés et c'est difficile de prendre un SED en charge en continu. Il ne faut pas en avoir. Alors, chez nous, non seulement ils sont débordés parce qu'on n'en a pas beaucoup. Oui. Parce que Daniel était venu former les médecins du centre municipal de santé à Chalette-sur-Loing. Donc, il y en a 2 ou 3 qui se sont intéressés, qui ont mis le pied à l'étrier. Alors, il n'y en a pas tant que ça, je veux dire, par chez nous. Alors, non seulement ils sont débordés, mais ils sont épagnés par la Sécu. En plus, donc, voilà. Nous, dans le Loiret, le syndrome de Lerdan-Los, si vous prononcez ça à la CPAM, c'est mort, vous êtes grillé, enfin, c'est même pas la peine. Oui, c'est un combat permanent, en fait. Et la MDPH, c'est pareil. C'est les patients envahissants. Moi, je connais des médecins qui ont arrêté à cause de ça. Pour des conflits avec les patients, ils ont préféré arrêter. J'ai le cas de Maya. Elle a arrêté parce qu'elle a été agressée 3 fois. Un tout petit mot pour compléter les statistiques de Michel, c'est que d'abord le SAMA a été décrit la première fois en 2010, donc en 15 ans les médecins n'ont pas été formés. Voilà, la première publication en 2010, on est 15 ans plus tard, ça n'a pas fait le tour de toutes les études, pendant les études médicales, première chose. La deuxième chose, c'est une maladie nouvelle qui n'est pas très connue. Les statistiques, c'est que si dans le CED, on retrouve 70% de gens qui ont un SAMA, plus ou moins important, qui peut être minime à très 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 important, 30% des SAMA peuvent être un CED. Donc, le SAMA, ce n'est pas que le CED. Et donc, effectivement, le SAMA peut intéresser. En médecine générale, c'est fou ce que ça peut. C'est le Covid long. C'est pour ça qu'on en parle. Aussi. C'est plein de choses. Beaucoup de Covid long, c'est le SAMA qui sont arrivés. Ça peut être le côlon irritable, les intestins irritables, etc. etc. Donc, voilà, le SAMA est beaucoup plus fréquent que Il y avait 2 questions là, 1, 2, 3. Il y a 3 questions. Parfois, il y a des médecins qui sont un peu réticents à traiter le SED, mais il y a aussi ceux qui ne savent pas forcément le traiter. Par exemple, le mien, il est volontiers à le traiter, mais il a plein d'informations. Il
je dirais qu'il a du mal à juger ce qui est bon ou ce qui est pas bon. Et notamment, je pense que c'était il y a 2 ans, je pense avoir la réponse, mais il y a la filière Oscar qui a communiqué un guide un peu du traitement de l'hydrolyse. Et il y avait l'oxygénothérapie à telle fréquence, ça n'a pas prouvé être bénéfique, le TENS, ça n'a pas prouvé être bénéfique, tel traitement. Et effectivement, ça se retrouve à être que des traitements hors AMM, que la filière Oscar déconseille de prescrire. Et du coup, moi, je me retrouve avec ces médicaments-là. Et il est réticent à les prescrire, aussi pour les effets secondaires. Il ne voit pas l'intérêt. Et voilà, comment les convaincre? Est-ce qu'il y a... Ils ont peur de la Sécu parce qu'ils auront des amendes. Oui, c'est sûr. Il y a une pluie d'amendes, donc c'est ça le problème. L'oxygénothérapie, par exemple, ce n'est plus accepté dans le SED. Donc, moi, ça m'est arrivé de le prescrire en disant je fais un essai sur 3 mois, mais après, ça ne sera pas pris en charge par la Sécu. Il faut absolument après. Et même les pneumologues, ils peuvent être aussi, si c'est pour le SED, ils peuvent être aussi pénalisés. Donc, moi, je prévenais qu'au bout de 3 mois, si ça marchait, si ça aidait, il faudrait prévoir en fait un achat de. Moi, je le faisais acheter. Voilà. Je le faisais acheter aussi, parce que c'est. Entre 300 et 450, un appareil d'occasion qui a été, etc. Et comme voilà pour l'oxygène, par exemple. Après, effectivement, c'est ce qu'on disait, si un médecin veut se former, on espère bien faire cette boîte à outils. Demander, on a vu que Nicole Frost, son équipe avait fait un guide pour les médecins généralistes. On va essayer de l'avoir pour essayer de s'en inspirer et de façon à ce que vous, les patients, vous ayez quelque chose de très synthétique, pas trop long, pas 80 pages parce que le médecin ne va pas lire, des petits extraits comme ça pour dire c'est quoi le traitement du SAMA, pourquoi tel traitement du SAMA, etc. Et vous aurez à piocher dedans pour lui donner ou leur dire que c'est sur le GR7, c'est possible et qu'éventuellement ils peuvent nous contacter. Donc on essaye de faire ce lien-là pour que les médecins puissent s'intéresser, qu'ils ne soient pas tout seuls et que nous, on puisse très vite, l'équipe soignante qui est au GR7, pouvoir, est-ce qu'on peut répondre à tel et tel médecin, collègue, confrère pour que ça avance. 2 autres questions, là, oui. Il me semble qu'à la suite Plus de fort, l'intervention chirurgicale, il y a souvent des séquelles à la suite de l'opération d'une choanome, par exemple. J'hésite à me faire opérer de la cataracte pour la même raison. Donc, je ne voudrais pas faire comme ma mère a eu, un décollement de la rétine. Une fragilité du vitré et la rétine, c'est risqué, donc. Non. C'est pas risqué. J'ai le vitré qui est un peu fragile, effectivement. Moi, j'ai plein de patients qui opèrent. Je n'ai pas eu de problème pour l'instant, mais bon, il y a la fragilité. Il y a une fragilité qui est inhérente, donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de risque. Le bénéfice de la cataracte est très important. Et la majorité des gens que j'ai vu opérer n'ont pas eu de souci. Oui, question là-bas. Vous pouvez parler plus fort. Moi, je suis timide. Oui. Et du coup, j'ai ce temps régulier avec les patients pour diagnostiquer si je peux pas de faire. Je suis pas censée avoir le diagnostic. J'ai un peu de patients, maintenant je suis ouverte à des symptômes. Et je suis aussi secrétaire de la HPS et je me questionne un petit peu par rapport au travail. Je suis en train de dire c'est éventuellement chez les médecins généralistes pour que je puisse ce que je disais. d'organiser capter les médecins généralistes qui sont là, et aussi pour expliquer les qui sont pertinents pour certaines pathologies. Vous, en tant que médecin, finalement, parce que vous êtes acculturé, donc c'est un peu différent, mais sur quel sujet je peux essayer d'accrocher les gens qui sont vraiment en dehors du set, quoi. Dans ma pratique, moi j'écris quand je vois des patients adressés ou pas par le médecin, je fais une lettre descriptive de tous les symptômes. Ça prend 2 pages. L'avantage de ça, c'est qu'il y a le médecin qui a rien à foutre, qui a du travail, donc il va lire, classer. Et j'en ai une bonne moitié qui lisent ça, et disent, oh putain, mais j'en ai 4 ou 5 comme ça. Et derrière, ils m'envoient des patients. Donc ils sont sensibilisés. Et moi, j'ai des patients qui ne veulent pas s'en mêler visiblement, mais maintenant, ils font un diagnostic parce qu'ils ont lu le tableau clinique et ça leur a fait tilt.
deux autres, oui. Oui, Je voudrais partager une expérience. J'ai pris, parce que j'avais vu qu'en vieillissant, c'était bien de prendre du silicium. J'ai pris une ampoule et j'ai eu immédiatement une boule qui m'a poussé. Voilà, je ne sais pas si c'est lié ou pas, mais c'est la même chose. c'est possible. Ouais. Voilà. Donc le silicium, c'était pas. Non, Mais non, mais vous. Vous avez des micronutritionnistes qui sont spécialisés là-dedans. Et puis vous, peut-être, et puis cette marque-là, parce qu'il y a un excipient. Voilà. Donc voilà, ça c'est plutôt. Voilà, Alors justement, vous parlez de micronutritionniste, vous avez prononcé le mot. Maintenant, vous nous avez beaucoup parlé du SAMA, je voulais savoir des pistes pour traiter le SAMA, pour moi, c'est pour ma fille, mais ma fille qui était très demandeuse de micronutritionnistes qui connaissent le sujet, vous avez des pistes. Donc, le problème, c'est qu'il faut que le nutritionniste connaisse le sujet. Eh oui. Voilà. Le problème, c'est qu'il faut connaître le SED et pour donner des conseils avisés. Mais c'est vrai que tous les déficits en B6, B9, même les déficits en iode, qui sont, voilà, il y a plein de choses à explorer qui peuvent améliorer l'état clinique du patient. Voilà, et puis je veux dire, il faut connaître le SAMA. Je ne sais pas si, et on n'a pas connu le SAMA avant 2010, donc on traitait le SAMA qui existait d'une autre façon, on essayait. Voilà. Maintenant qu'on le connaît et qu'on a un traitement qui est quand même assez pointu et qui va, voilà, pourquoi aller voir éventuellement d'autres traitements qui risquent d'être en plus, la micronutrition, j'ai été formé moi, par Pilège, j'ai arrêté parce que le prix, c'est déjà 150 € par mois. Donc, alors qu'il y a un SAMA et qui n'est pas traité, on se dit, bah, je vais arrêter la micronutrition, puis je vais me diriger, maintenant que je connais le SAMA, autrement. Voilà. Donc, par contre, il peut être intéressant de voir un diététicien, une diététicienne qui, si elle connaît, comme on a vu, nous, l'année dernière, il y a une vidéo qui est sur notre site, faite par une nutritionniste qui connaît extrêmement bien le SAMA, qui disait que, bon, voilà, on peut avoir des réflexions sur la nutrition, mais certainement pas arrêter l'histamine, arrêter. Ce sont des choses épouvantables, impossibles à suivre où on mange rien. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le SAMA qui est responsable de la malabsorption de tous ces éléments. Donc, si vous le traitez le SAMA, il vaut mieux d'abord traiter le SAMA, vous ferez le micronutrient après, parce que les déficits ne seront plus là. Tout à fait. Et puisque nous avons ici aussi un orthésiste, quelquefois, les orthèses sont mal supportées et qu'une fois le SAMA traité, à ce moment-là, les orthèses et les vêtements peuvent être bien supportés. N'est-il pas vrai, cher Régis ? Oui, oui, ça a été une question que je me suis très très longtemps posée. Je ne comprenais pas pourquoi à 90% des patients c'était génial, et puis j'en avais un qui me disait mais moi je ne supporte pas, j'ai trop chaud, je ne suis pas bien, ça me fait mal, et puis c'est insupportable votre truc. Et puis, je sens le gratte, et puis, enfin, plein de choses. Je dis, mais je ne comprends pas, c'est une allergie, je ne comprends pas. Et puis, un jour, j'ai entendu parler de Jacel du SAMA. Je crois que c'était par Catherine Champagne, qui avait évoqué justement ces problèmes-là. Et j'ai dit, waouh, je crois que je tiens quelque chose de très important. Et effectivement, quand une intolérance se présente, je lui dis de suite, votre SAMA, c'est pris en charge. Et ça va de suite quand il est pris en charge. Oui, vas-y. Je fais un petit aparté sur les vêtements compressifs qui sont très utiles et très efficaces. Le problème, c'est de tomber sur le bon spécialiste au départ. Vous avez une peau pas sensible, vous ne sortez pas grand-chose. Donc, il faut vraiment avoir quelqu'un qui va vous garder et qui va tester les tissus, qui va tester les zones que vous supportez. Régis, il prend 2 heures par patient avant de faire un vêtement, enfin des tests pour voir ce qu'il va supporter. Et là, on a une adhésion. Si vous avez des vêtements chez quelqu'un qui fait du fric et qui vous fait des vêtements, vous ne les supporterez pas, ils partiront à la poubelle, 1000 € à la poubelle, alors que ça aurait pu marcher. Donc attention, c'est pour les médecins d'ici, où vous envoyez les patients pour les premiers vêtements. Après, quand on a le modèle qui marche, les autres pourront faire la même chose. Une autre question en présentiel. C'est juste leur dire, est-ce que dans votre patientèle, vous avez des patients qui ont encore quelque chose de nouveau aujourd'hui? Hier, c'était mal au dos, avant-hier, c'était mal à la tête, avant, c'était un torse,
fixation, de cystite, de diarrhée. En gros, s'ils ont des patients, qu'est-ce qu'il y a encore aujourd'hui? Ok. Le SAMA et le SED, c'est considéré comme une affection de longue durée. L'affection longue durée, c'est ALD une 31, affection quand même, ALD 31. coûteuse, longue et coûteuse. Il y a les 30 qui sont 30 maladies nommées. Il y a la 31 maladies longues et coûteuses. Mais il faut des critères, il faut une hospitalisation, il faut du matériel, il faut l'intervention des paramédicaux et il faut que le médecin juge que c'est long et coûteux. Donc on fait des demandes à Bordeaux, là, sur les gens qui sont avancés. Il y en a un tiers qui passe. Et puis ça dépend de la région. C'est-à-dire que dans certains endroits, ça passe bien, dans d'autres, non. Ça dépend des CPM. Ne jamais marquer l'air dans l'os. Jamais. Et puis, même les centres de référence ne le mettent pas. Ils mettent aux polypathologies, sur hyperlaxité. Ne jamais marquer dans l'os, ce sera le poubelle. Et puis, il y a des gens qui envoient leur dossier de demande d'ALD et on leur dit ça ne peut pas être pris en charge parce que ça n'a pas été fait dans un centre de référence. Il faut savoir que même si c'est fait dans un centre de référence, l'ALD n'est pas automatique, naturellement. C'est pour ça que même les centres de référence arrivent à ne pas marquer le diagnostic SED. Mais, voilà. Hein? Donc, ce qui est répondu par les caisses, vous aurez on refuse votre ALD parce que ça n'a pas été fait par un centre de référence, et ce n'est pas parce que le diagnostic sera fait par un centre de référence que l'ALD sera donnée. Il faut que ça soit long, enfin que ça soit, voilà. soit un coûteux, quoi. Polypathologie, Oui. c'est au fond d'hyperlaxité. Pas par un centre de référence, mais que son Ah oui, toujours, tout n'importe. hein. Médecin généraliste peut le marquer, hein, en mettant toute la pathologie qu'il y a derrière, dysautonomie, hypersensibilité. Il faut décrire tous les symptômes. Il faut qu'il y ait des traitements. Et les traitements et l'hospitalisation prévue. D'autres questions en présentiel, il y a des questions sur le chat. On va comprendre Alors, je voulais quand même rebondir sur ce qu'on disait pour la MDPH. Je ne sais pas si c'est en Val-de-Marne ou de chance, ou si c'est ma fille ou moi qui a de chance. Mais donc, elle a eu de l'oxygène prescrit. Qu'elle n'utilise pas franchement, mais quand même de temps à autre. Il n'y a eu aucun souci. C'est un tombé, c'est changé. Pour l'instant. Mais je veux dire. Après, on n'a jamais écrit, effectivement, il n'y a jamais eu écrit 7 parce que c'était pas. Mais même c'est. Le problème de l'oxygène, c'est qu'on peut le prescrire. Mais si la sécurité sociale s'intéresse à l'indication de la prescription et qu'elle se rend compte que c'est lié au SED, eh bien, on demande au médecin de rembourser en fait toutes les prescriptions. Donc moi, oui, mais si, ça, on en a des médecins à qui on a demandé de rembourser. Oui. Donc moi, je sais que personnellement, je ne me suis pas, enfin, je prescrivais sur 3 mois en mettant Disney, enfin voilà, mais je ne partais plus sur des prescriptions longues parce que, ben voilà, disons que c'est même pas dans le plan de soins. Donc en fait, c'est pas accepté. Et on a des médecins à qui on a réclamé en fait le remboursement des prescriptions. Exactement. Des dizaines de milliers d'euros. Voilà. Donc, ou alors il faut marquer hors AMM et donc du coup vous n'êtes pas remboursé. Voilà. Donc, mais en particulier, il y a un collègue qui est condamné à 50 000. Il y en a d'autres à plus, hein, 150 000, 200 000, voire plus. C'est pour ça. Donc, 50 000. Il a fait appel et on est dans un 3e jugement et il est toujours condamné. Donc, que des médecins prescrivent hors AMM pour l'oxygène, il faut faire attention. Une dernière question en présentiel? J'en avais 2 autres. Allez-y alors. Tout à l'heure, vous avez parlé de polysonographie. Donc, est-ce utile dans le cadre de SED de parler de polysonographie pour quelqu'un qui a des troubles du sommeil et qui est toujours fatigué? Et si on fait une polysonographie et qu'on a un sommeil non réparateur, qu'est-ce que c'est qui existe comme solution? Alors là, on a une spécialiste qui est là, qui pourra répondre à cette question. Oui, il faut investiguer. Pardon, il faut investiguer le sommeil. 90% des patients sont fatigués. 90% des patients se plaignent de leur sommeil. Alors oui, il y a une place à faire une polysomnographie complète avec l'EEG et à traiter l'apnéopsie du sommeil, mais aussi pousser plus loin s'ils persistent avec une somnolence, parce que les gens disent fatigués, mais ils sont somnolents, parce qu'il y a une quantité
exagérée de narcolepsie et d'hypersomnie idiopathique, qui sont d'autres diagnostics amenables à des traitements. Donc oui, il faut investiguer et je recommande qu'ils soient évalués par des médecins experts. Et il faut savoir aussi chez les femmes en particulier, les anomalies qu'on retrouve au test sont beaucoup moins marquées que ce qu'on voit chez les hommes obèses. Donc, le médecin en sommeil qui n'est pas expert en SED risque de trouver que les chiffres ne sont pas si élevés, mais il faut rappeler au médecin, je suis fatigué, je veux essayer le traitement. Quand on parle de traitement, c'est vraiment la pression positive, donc le masque avec un appareil compresseur qui est le premier choix. Les alternatives sont peu étudiées ou se compliquent de façon exagérée dans cette population-là. Donc, l'orthèse d'avancement de la mâchoire, bien, si on tire sur l'orthèse, on va avoir des problèmes d'articulation temporomandibulaire qui est déjà problématique. Donc, oui, j'encourage à investiguer. La littérature, en fait, Christian Guilleminault a démontré 100% d'apnéorthie du sommeil dans son étude, je ne sais pas quelle année, là, qui avait démontré que tout le monde avait de l'apnéorthie du sommeil. Il y a maintenant, parce qu'ils supportent très mal les masques, il y a l'hypersensibilité cutanée et même les orthèses. Donc, il y a un médicament qui est sorti depuis cette l'anti-H3, le pitolisant, qu'on a été amené à tester à Bordeaux chez ces patients-là avec pas mal de succès comme éveillant, effectivement. Ils sont beaucoup moins fatigués avec le pitolisant. Maintenant, on a une expérience restreinte. Il a l'indication dans les échecs de la PPC. Il marche comment, ce médicament? Alors, il stimule les les stimulateurs H3, c'est pas là, mais je sais pas comment ça marche. Et c'est vrai qu'on a des résultats intéressants sur l'éveil des patients. Mais bon, l'indication, pour l'instant, elle reste. L'indication, c'est la résistance à la PPC, ce qui est le cas puisqu'on ne peut pas l'utiliser. D'autres questions présentielles? J'avais deux questions pour ma fille. J'ai une jeune fille donc à 20 ans qui a également d'endométriose. Donc, troisième traitement qui a été le bon. Les deux premiers, il y avait des effets secondaires assez insupportables. Le troisième traitement, donc sous diméthrome. Et elle a lu que alors si j'ai tout bien compris, que le diméthrome, il y a donc de la progestérone ou quelque chose de progestatif dedans, qui accentuerait tout ce qui est hyperlaxité. Donc, je voulais savoir ce que vous en pensiez. Puis, parce qu'à part le diméthrome, la gynéco n'a rien d'autre à lui proposer. Maintenant qu'on est arrivé au diméthrome, j'ai pas mieux. Sinon, des traitements qui, pour l'instant, ne sont pas encore validés. Apparemment, il y a des interventions qui peuvent se faire, mais c'est des choses qui ne sont pas encore validées en France, qui ne sont pas encore. Oui, c'est ça. Effectivement, on a des endométrioses et on a surtout des pseudo-endométrioses. Et le résultat que j'ai, c'est que quand je leur demande la première consultation de contrôle, ce qui m'a soulagé, c'est lors du ventre. Je pense qu'effectivement, dans le sein, ça favorise largement cette pathologie et ces douleurs. Et on a avec le traitement du sel, on obtient des soulagements. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Ce qui a en traitant le sel, oui. Parce que moi, je quasiment une femme sur deux avec pseudo-endométriose, ça limite les mêmes symptômes. Après, je ne sais pas, le radiologue a dit endométriose. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut voir une nette amélioration de ces douleurs. Voilà. C'est ça qui interpelle. C'est donner des traitements du SAMA ou... Non, SAMA, vêtements, traiter la contraception, les semelles, les lunettes, tout le kit complet. Et effectivement, elle a un ensemble. Pardon? Pour l'instant, il y a le SAMA. Oui. Après, c'est effectivement arrivé. Une autre question, parce qu'il ne faut pas que ça devienne trop une consultation personnelle. Il y a aussi des questions, donc voilà. On passe. On peut faire si on veut faire trois questions présentielles, trois questions. Alors, comment guider un adolescent très très sportif qui n'arrive pas à canaliser son énergie et donc se bloque régulièrement? Ce bloc, qu'est-ce que ça veut dire? Blocage articulaire, quoi, comment? Comme ça. Oui, bloc au niveau articulaire. C'est un ado, il a besoin de bouger. Si ça lui plaît son sport, c'est lui qui a les inconvénients. Et plus il bouge, plus il a mal à la proprioception, moins il a mal. Oui, donc, mais il peut faire entendre. Donc, jusqu'où le blocage? Oui. Ah, d'accord. Merci. Donc, un ado qui est très très sportif et qui s'y retrouve dans son sport
bah, oui, il peut se bloquer. Ça dépend du blocage. Si c'est une entorse, une tendinite ou des choses comme ça. Et jusqu'où c'est supportable pour l'ado. C'est lui qui qui s'y se retrouve. stoppera au bout Et d'un c'est certain lui, temps. Hein, voilà. de toute façon, Donc, s'il ne bouge pas, il aura mal. Il faut qu'il bouge. quel professionnel voir pour aider un TDAH avec ou sans hyperactivité? L'école dit qu'il bouge tout le temps, mais il a du mal à rester assis à cause des douleurs du SED, ce que l'école ne comprend pas. On a abordé ce matin. Les coussins Est-ce qu'il désire la parole? Oui, il en a. Oui. Mais... Et puis il y a les coussins aussi, il à mémoire de les forme. coussins de mémoire de forme. Et surtout, à il va l'école. bouger au bout d'un moment. Donc, il faut effectivement que le médecin puisse dire, et ça peut être peut-être dans la boîte à outils, voilà, le médecin peut dire, bah oui, il a besoin de bouger, donc est-ce que c'est possible qu'il puisse bouger, se lever, sans qu'il soit pénalisé et qu'on lui dise, je t'interdis de te lever. C'est quelque chose voilà, donc jusqu'où on peut aménager, jusqu'où on peut discuter, jusqu'où il y a un PAI, jusqu'où c'est quelque chose de prévu. Il ne peut plus ne pas bouger, il a le droit de sortir, aller se reposer dans une salle, ça existe ça dans les PAI, donc il n'est pas obligé même de rester dans la classe, mais au moins c'est prévu. Est-ce qu'il y a un intérêt à prendre de L-carnitine, lévocarnil? Mon MPR conseille contre la douleur et la fatigue, mais je ne connais personne. Alors ça, c'est prescrit normalement dans les centres antidouleurs maintenant, oui, enfin les médecins hospitaliers. Oui. J'en prescrirai dans l'hôpital, mais spécifiquement, moi je visais le muscle. Les gens qui ont des douleurs musculaires, des crampes et des pertes d'énergie ou des muscles qui ont des crises d'hypotonie, je leur prescrivais l'électrocarnil à forte dose. On est à entre 4 et 6 doses par jour. Oui, ça, et ça avait de très bons résultats. Et là, je suis emmerdé parce que je suis plus à l'hôpital, j'ai arrêté. Oui, et je ne peux pas renouveler. Non. Et les gens sont à la rue parce qu'il n'y a aucun équivalent, ils sortent de près. C'est les centres antidouleurs qui centres douleurs, je passe tu passes par eux. À Bordeaux, les centres antidouleurs, mais on le voit en prescrire. Alors, il y a un moment où c'était très, très prescrit et ça pouvait être pris en charge. Et c'est pas un effet systématique. Il y a des gens pour lesquels ça amène une très grande amélioration et d'autres où ça n'amène rien. Donc, ce n'est pas non plus la panacée et qu'on va prendre du lévocarnil et que la fatigue va disparaître, malheureusement. On le voit prescrit en médecine interne aussi. Moi, j'ai des patients qui sont venus avec des lévocarnil. Lévocarnil a été détourné de son usage par les haltérophiles pour faire de la gonflette. Et c'est pour ça que la prescription est très encadrée. Parce qu'il a été détourné de son usage. Une autre question sur le chat. Mon Questinlio, c'est un nom de médicament antihistaminique. Un antihistaminique H1. Mon antihistaminique H1 m'a l'air pas mal. Mais n'y a-t-il pas de problème plus grand à en prendre plusieurs fois par jour, tous les jours de l'année? Mon allergologue n'y connaît rien et refuse de continuer à me prescrire de la famotidine et du chromoglycane. Donc, deux questions. Cette personne prend un antihistaminique H1 et ça lui fait du bien. Est-ce qu'il y a un problème à long terme? Oui. Est-ce qu'il y a un problème à ce qu'elle aille mal en l'arrêtant, cette personne? Oui, plutôt oui. Il y a un médicament qui peut être pris quand il y a des rhinites allergiques, c'est donné des fois toute l'année par des allergologues. D'accord? Les patients s'y retrouvent parce qu'ils ont plus. Voilà. Qu'on en prenne un ou deux, je veux dire, c'est aussi fonction du bénéfice qu'on en tire. Donc, il n'y a pas spécialement de problème à prendre à long terme un antihistaminique H1, un antihistaminique H2 et du chromoglycate qui est un antileucotrienne. Ce sont des traitements qui ont été pris pendant des années et des années. Encore faut-il naturellement que ce soit efficace. Et puis, c'est toujours le problème bénéfice-risque. Toute la médecine, c'est le bénéfice-risque. Qu'est-ce que ça m'apporte comme traitement? Quel risque? Là, le bénéfice-risque, c'est si c'est efficace, on peut prendre des antihistaminiques à plusieurs doses, 2-3 fois par jour, 4, parce qu'on a un résultat qui fait que la vie est transformée. Voilà. Après, mon allergologue n'y connaît rien. Oui,
il y a énormément d'allergologues qui ne connaissent pas, dans la mesure où, je vous ai dit, la première publication sur le SAMA, c'est 2010. Donc, il y a des allergologues, et pourtant, ça pourrait être dans leur domaine, qui ne connaissent pas le SAMA. Donc, là, il ne connaît pas. Donc, il dit, mais c'est quoi ces gens-là? Ils sont complètement dingues, ils donnent des traitements et tout, et le chrome obligate, et puis quoi encore? Et puis voilà. Bon, très bien, moi je ne dis pas que son allergologue il est complètement dingue parce qu'il ne connaît pas. Je dis, bah, il ne connaît pas, très bien. Si moi je connais le SAMA et que je donne un traitement, c'est parce qu'il y a des raisons et je peux lui donner des documents pour qu'il aille voir. Donc, c'est là aussi le travail de militant de chaque patient à dire, mais je vous amène je ne veux pas le lire et tout. Bon, bah, à ce moment-là, bah, on va. Donc voilà cette question. Il y avait encore une question en présentiel. Je voudrais savoir s'il y a un lien entre le CEL-HSD et la maladie de Raynaud, donc l'hypersensibilité des extrémités, et également la parodontite. Le Raynaud, c'est des pseudo-Raynaud. Le Raynaud, regardez, ces vaisseaux sont abîmés. Dans le CEL, vous avez des symptômes de Raynaud. Quand on observe en microscopie, c'est normal. On peut avoir une association de Raynaud vrai avec le CEL, mais c'est rare. Tous les gens qui envoient une capilloscopie, ils n'ont pas de Raynaud. C'est un syndrome isotonomique. Votre cerveau ne sait plus réguler le diamètre des artères pour que les extrémités restent à bonne température. Moi, le mois dernier, j'ai eu un cas très rigolo. C'est-à-dire qu'il avait les doigts au pôle Nord et les pieds en Afrique. Il avait les doigts blancs et il avait les pieds rouge écarlate. C'est-à-dire que c'est la régulation de l'ouverture des vaisseaux qui se fait mal. C'est la dysotomie. Et la parodontite? Oui, il y a des saies parodontales. Attention, maladie génétique. Et le parodonte, c'est aussi conjonctif. Donc, on peut avoir un mauvais parodonte sans avoir le parodontite. Mais moi, quand j'ai des anomalies, j'en ai deux en 10 ans, que j'ai envoyé directement en génétique à Bordeaux dans le CEP, parce que moi, c'était sûrement un CEP parodontal. Mais comme c'est tellement divisé en plusieurs catégories, parodontales, vasculaires, etc., est-ce qu'on peut en avoir plusieurs à la fois? Non. Non, on peut avoir un seul CEP. Oui. Deux questions qui se rejoignent. Il y a aussi les anticorps type Xolair, qui est très efficace, dit la personne, pour certains. C'est un médicament d'exception qui s'injecte. Et puis une autre question, est-ce volontaire de la part du docteur Anderson de ne pas avoir cité le Xolair dans le traitement du SAMA? Y est-il défavorable? Oui. Le Xolair, c'est un médicament qui s'injecte et qui ne peut pas être prescrit en médecine habituelle. Ça ne peut être que des spécialistes ou des hospitaliers. C'est pour ça que je ne l'ai pas abordé, mais naturellement qu'il fait partie. Alors, très bien. Ça peut marcher très bien, il peut y avoir des effets secondaires, et puis si ça marche très bien, tant mieux, mais il vaut mieux d'abord prendre le traitement qu'on a fixé, c'est-à-dire le traitement habituel de trépied, éventuellement plus ou moins de chrome obligate, parce que ça évite effectivement ces injections, d'aller voir un médecin hospitalier qui veut bien le prescrire, etc. Parce que ce n'est pas obligé que le médecin veuille bien le prescrire. Donc oui, le Xolair peut être efficace chez certains, et puis chez d'autres, effectivement, ce n'est pas bien supporté. Voilà, donc oui, j'aurais dû en parler ou moins le citer. Moi, j'ai l'expérience personnelle, puisque ma fille est cette SAMA, un SAMA cogné, elle ne sait pas quoi manger. Bon, j'avais le traitement du SAMA classique dont on vient de parler qui marchait correctement, mais c'était encore la panique. Et depuis qu'elle a le Xolair et le traitement, chromoblicate, famotidine, 4 anti-H1 et Xolair, elle a repris une vie normale. Elle travaille normalement et en faisant attention à ses intolérances alimentaires, avec le régime bien suivi, elle mène une vie normale. Donc le Xolair lui a changé la vie, effectivement. Alors, ça a été le plus qui lui a permis de pouvoir avoir une vie normale. Donc c'était intéressant, mais ce n'est qu'un cas particulier. Et c'est prescrit aussi, c'est un médicament qui est prescrit dans les asthmes compliqués. Donc si par hasard votre patient a de l'asthme un peu compliqué, c'est pratique, parce qu'on donne ça pour l'asthme, et en fait ça va guérir le SAMA. D'autres questions? Alors, savez-vous si le docteur Marza s'est réinstallé dans l'Ouest? Non. Il ne se réinstallera pas dans le cadre du CEP. Voilà. Et pour l'oxygène, comment l'avoir? Donc, on a déjà répondu à cette question.
faut-il arrêter à ce moment-là le traitement antidouleur de type Lyrica? Alors, le Lyrica est donné dans les douleurs neuropathiques, oui. Et il est très très souvent donné dans le SED par les centres antidouleurs ou les médecins qui ne connaissent pas le SED. Personnellement, j'ai déjà vu des gens qui avaient été améliorés par le Lyrica parce que généralement ça ne marche pas. Et il y a des effets secondaires, et les effets secondaires viennent renforcer la pathologie du SED. Donc, je ne peux pas dire que ça ne marche pas, puisque j'en ai rencontré chez qui ça pouvait donner un résultat favorable. Mais je n'en ai pas rencontré beaucoup. Sur l'expérience sur Bordeaux, avec de vie, souvent les gens arrivent avec Lyrica. Le but à Bordeaux, c'est d'enlever ces médicaments. À savoir, on va donner un traitement, pas tout de suite, on va donner le traitement du SED complet dans tous ses aspects, et on va arrêter Lyrica, la gabapentine et tout le traitement, parce qu'effectivement, c'est pas censé marcher, et il y a beaucoup d'effets secondaires chez les patients. Donc nous, on les arrête progressivement, parce que le traitement du SED prend le relais et est beaucoup plus efficace que Lyrica. Et le Rivotril? Voilà, surtout pas. Le SED, c'est une maladie de la proprioception. Vous percevez mal votre corps dans l'espace. Si vous prenez un neuroleptique, ça va aggraver cette mauvaise perception. Vous êtes très souple, vous ne savez pas où vous êtes, vous prenez une position invraisemblable, vous faites mal. C'est l'origine de la douleur. Donc, si vous prenez un neuroleptique ou même un antidépresseur, vous allez aggraver la proprioception, vous savez encore moins où vous êtes, vous allez encore vous mettre encore plus à manger. Cymbalta, c'est pareil. Cymbalta, c'est la douleur. Cymbalta, ça peut être bien supporté. Cymbalta, et je crois que c'est La Roxy? Non, ça n'a rien à voir. il y a un deuxième, la venlafaxine. Je sais qu'à Barcelone, ils utilisent la venlafaxine. Alors, je suis contre, moi, perso, dans ma pratique. Le Cymbalta a été étudié. Pardon? Ça peut apporter une aide. Ouais, moi non. Carrément, non, mais bon, c'est ce qui fait la richesse. On est plusieurs, et là, sur cette problématique, on n'est pas d'accord, et on a à se confronter. Et c'est très bien, et c'est sain. Voilà. Pour moi, le Lyrica était un médicament, c'est un antidépresseur qui n'a pas démontré son efficacité par rapport. Non, Cymbalta, excuse-moi. Voilà. Ouais. Merci, docteur Fati. Carrément. Le Cymbalta c'est un antidépresseur qui a été testé comme antidépresseur. En fait, il n'est pas supérieur aux autres, il est même pas. Bref, c'était un réformé des courses, comme on dit. C'est-à-dire, on a fait des études et puis on s'est aperçu qu'on ne se pas très bien. Tiens, et si on l'essayait dans la fibromyalgie? Ils ont fait des études, ils se sont dit ah ouais, les arguments comme il n'y a rien sur la fibromyalgie, allez hop, ça a été prescrit. Bon, pour moi, l'effet il n'est pas là. De même, le Champix, pour faire une diversion, est aussi un réforme des courses. Il a été donné dans le sevrage tabagique. Parce qu'il y a des médicaments comme ça, l'industrie pharmaceutique, elle fait des études, elle ne sait plus quoi en faire. Tiens, on le teste dans le tabac. Et le Champix a eu son air de gloire et c'est tombé dans les oubliettes parce qu'on sait qu'il a beaucoup d'effets secondaires. Et ce n'était pas présenté comme un antidépresseur. Donc, les antidépresseurs, il y a une étude qui est parue parce qu'on donne des antidépresseurs pour combattre la douleur. Et là, j'ai une référence sous le coude, mais sauf que je ne l'ai pas, sous le coude, justement, qui dit que ça ne sert à rien. Donc, les traitements antidépresseurs juste à visée antalgique ne servent à rien, je le dis sous couvert d'une étude qui est parue il y a 2 ans. Hein. Donc, oublions ces choses-là qui ont des effets secondaires, c'est-à-dire ces antidépresseurs, le plus souvent, et Bulbuena, son étude, elle est très limitée, elle est fausse. Simplement, il y a eu de l'écho par le professeur Ramonel, et qui disait qu'il ne faut pas donner l'antidépresseur, mais qui donnait il le donne dans l'indication de l'anxiété. Oui, pas de dépression. Non, on ne donne pas un antidépresseur dans une indication d'anxiété. On donne un anxiolytique. Il y a des médicaments qui portent des noms pour un anxiolytique, et c'est très efficace, c'est contre l'anxiété. Et contre l'anxiété, on ne donne pas un antidépresseur. On donne un antidépresseur quand il y a une dépression. C'est ce qu'on disait ce matin, c'est ce que expliquait le docteur Bézir. Donc là-dessus, moi je suis très véhément, pas d'antidépresseur, sauf s'il y a une dépression.
mais pas à viser, parce que les médecins, ils disent oui, vous avez mal, mais je ne sais pas quoi vous donner. Bah oui, des fois ça arrive, on ne sache pas qu'est-ce qu'on va faire, pas d'antidépresseurs. Voilà, donc ça limite. Alors on est, oui, bah alors, oui, j'aurais bien dit ça, mais oui, non, mais ça ne marche pas. Il faut trouver autre chose. Moi, en 10 ans, j'ai la prescrite. Ben voilà. Moi, je cite ce que je vois, voilà. Ce que je constate dans les confrères. Et mais je n'ai jamais prescrit. Ils ont des effets secondaires. Et dans le 7, ils ont des effets secondaires. Ça va fatiguer encore plus, ça va, etc. Enfin, bon, vous l'envoyez chez Bézir pour l'anxiété, ça va être beaucoup plus efficace. Donc, voilà, sur ces antidépresseurs et même sur le Lyrica. Alors, sur le Lyrica, j'ai vu des gens qui ont été améliorés. Alors moi, je suis contre un peu toi. Le Lyrica, voilà. Je n'ai pas du tout envie de l'utiliser. Alors que Cymbalta, ça m'est arrivé de l'utiliser sur certainement des terrains dépressifs, hein, mais voilà, mais pas, bien sûr, jamais systématiquement chez tout le monde. Voilà, c'est tout. Il faut savoir quand il y a une dépression. Mais quand il y a une dépression, on pourrait donner autre chose que du Cymbalta, parce que le Cymbalta, c'est pas le plus efficace dans une dépression. C'est pour ça qu'il a été réformé des courses et qu'il a été réformé comme en comparaison des autres antidépresseurs. Tout à l'heure, vous avez parlé de la stimulation transcrânienne, mais vous avez juste cité que vous avez des vidéos sur. C'est la stimulation magnétique périphérique. La transcrânienne, c'est là, c'est le territoire d'Orparin qui passe d'une poêle à frire et qui vous stimule un petit peu sur tout le corps et sur les zones douloureuses. On fait ça systématiquement à Bordeaux, ça marche très bien. Ça peut soulager les patients de manière éphémère. La majorité sont soulagés pendant 2 mois au niveau des douleurs et quelquefois 6 mois. Mais c'est en voie de recherche. Il n'y a pas que le CED, il y a plein de centres antidouleurs qui l'utilisent maintenant, dans toutes les douleurs, d'autres que le CED. Ça marche bien, mais ce n'est pas remboursé. La machine coûte 40 000 €, chaque poêle à frire coûte 2 000 €, il faut les changer régulièrement. Et donc, une séance d'RTMS, c'est 60 €. 60 € la séance. Il y a la stimulation magnétique périphérique et la stimulation magnétique transcrânienne. Il y a la transcrânienne et c'est la même machine, mais qu'on fait en périphérie. On ne fait pas qu'au cerveau, on le fait aussi dans les zones douloureuses et ça marche assez bien. Et chose bizarre, dans le SAMA, ça en soulage la moitié, pour des raisons inconnues. Et les TENS? Comment? C'est aussi utilisé les TENS. Non, ce n'est pas la même chose. On utilise les TENS, la simulation du nerf vague et la simulation magnétique périphérique. Comme antidouleur, aucun médicament. Et pas d'effet secondaire non plus. C'est l'avantage. Qui a eu des stimulations transcrâniennes et qui derrière a fait 3 mois de migraine de volonté. C'est pour ça qu'on fait un périphérique. Oui. Il y a, voilà. Une autre, il semble que ce soit la dernière question de Michel. Non? Il y en a d'autres? Ah, d'accord, excuse-moi. Ah, j'ai pas vu. Il y a une autre page. Très bien. Une question sur le baclofène. Pourquoi on peut donner? Qu'est-ce qu'on doit en attendre? Puis il dit attention, c'est quelqu'un d'autre, un autre participant. Attention aux effets indésirables du baclofène. Je ne sais pas pourquoi. À défaut de ne supporter aucun autre myorelaxant à cause de mon SAMA. D'autant que l'on ne peut pas arrêter le baclofène du jour au lendemain, au risque de s'exposer à des effets neuro graves sur la santé. Pour ma part, je teste autre chose. Donc, le baclofène. Tu as une expérience? Oui, j'ai une expérience du baclofène. Ah bon, moi j'en donne. Et on est comme ça, il y en a qui donnent plutôt un médicament, plutôt l'autre, et effectivement, ça permet de confronter nos expériences. Alors moi, je donne assez souvent du baclofène. Le baclofène est un myorelaxant, on peut l'appeler comme ça. En tous les cas, il combat la spasticité, c'est-à-dire la spasticité lorsque dans certains CED, il y a des dystonies, c'est-à-dire des troubles. Voilà, il y a des contractures musculaires, il y a des petits tremblements, il y a des crampes, il y a des sautes de musculaires comme ça, des contractions, voilà, et il y a une telle raideur dans les muscles qu'il peut y avoir des difficultés à marcher, et des gens même qui sont en fauteuil et qui
J'ai vu une fois, je ne veux pas dire de généralité, j'ai vu une fois que ce traitement à 6 par jour a favorisé cette levée du fauteuil, on va le dire comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est la panacée aussi, c'était un cas et on peut avoir... voilà. Donc ce médicament, pour moi, il est d'un usage facile, il fonctionne pas, on y va progressivement. Et on peut aussi, lorsqu'on a par exemple quelqu'un qui est à 3 par jour, ben, ça va quand même bien mieux, il peut mieux marcher, il a moins de crampes, etc. Et, tout, et il est à 3. Tout d'un coup, ça a l'air de revenir. Il peut en prendre 6 pendant 3-4 jours et revenir à 3 après parce qu'il y a eu cet épisode. Donc, pour moi, le baclofène est un médicament que j'utilise en première instance, d'abord, avant d'en utiliser d'autres, parce que quelquefois il ne marche pas, et j'utilise l'autre après. D'autres vont prendre ce deuxième voilà, en premier, et ça dépend de nos habitudes. Le baclofène est un médicament quand il y a des indications de raideur. Et pour moi, il est simple, il est facile, il n'a pas trop d'effets secondaires, sauf au début, il faut y aller progressivement. Et puis voilà, et quelquefois, il n'est pas suffisant. Mais vous utilisez un autre d'abord. Non, je ne sais pas. Alors moi, il y a un autre traitement qu'on peut utiliser dans la dystonie, c'est la L-Dopal ou Dopar. Moi, j'ai fait une étude un petit peu sur la L-Dopar, en fait, parce que dans la dystonie, en fait, ça entraîne souvent le fait de la dystonie entraîne aussi une fatigue, un épuisement qui est expliqué aussi par cette dystonie. Et en fait, dans la prise de Modopar à petite dose permet des fois de gérer la dystonie et j'ai fait un mémoire là-dessus d'ailleurs, j'ai fait quelques expériences. Il y a en fait un effet qui est quand même très appréciable quand ça marche, mais ça ne marche pas sur tout le monde, un effet sur en fait la somnolence. Et il y a des gens en fait qui, en prenant très rapidement, dès le deuxième, troisième jour de traitement, ont l'impression qu'il y a un interrupteur qui s'allume là-haut et une somnolence beaucoup moins importante. Et donc ça ne marche pas chez tout le monde. Moi, je pense qu'il faut pour que ça marche, il faut qu'il y ait de la dystonie associée. Il faut le donner vraiment pour la dystonie. Mais il y avait cette réponse sur le test, enfin, sur l'étude que j'avais faite, des gens qui le décrivent. Moi, j'en ai prescrit après du Modopar dans ces situations-là. Et voilà, j'ai des gens pour lesquels ça ne marchait pas du tout et d'autres qui disent c'est miraculeux. Voilà. Donc, quand c'est miraculeux, ben, c'est génial parce que franchement, les gens sont nettement mieux. Voilà. Parce que j'avais fait, moi, je ne sais pas, parce que j'ai parti du principe, c'est un médicament en dopamine, puisque c'est un syndrome quasiment parkinsonien qui débat. Moi, je voulais un complément alimentaire, je voulais la tyrosine à partir de laquelle est fabriquée la dopamine, partant du principe que la personne a dépassé pour faire sa dopamine. Et donc là, c'est un complément alimentaire, je ne peux pas être poursuivi. Donc, je suis pas ennuyé. Et j'ai eu quelques résultats avec ça. Des gens qui continuent avec la tyrosine, mais qui arrivent à ne plus avoir ces tremblements et ces raideurs. Alors, le Modopar, en fait, moi, j'avais discuté avec Yonkan, en fait, au moment du PNDS. Oui. Moi, j'avais sorti des articles, c'est donné dans les dystonies, hein. C'est un des traitements de la dystonie. Donc, on ne peut pas être attaqué parce qu'on donne du Modopar dans la dystonie. Et d'ailleurs, bon, il avait plus ou moins réagi, mais ce que j'ai expliqué, c'est que, bon, je vois pas. En fait, surtout que l'avantage du Modopar, c'est ça marche ou ça marche pas, et on le sait très rapidement. Donc, si ça marche pas, on l'arrête. Donc, quel est le danger? Mais par contre, si ça marche, les gens sont honnêtement, ils n'ont pas envie d'arrêter parce qu'ils se sentent peut-être mieux. C'est un petit peu comme le traitement du SAMA. Tous les scènes n'ont pas de dystonie, donc ça n'a pas. Non, il ne faut pas le donner. Il ne faut pas le prescrire à tous les 7, je le dis bien, c'est clair. Ouais. Et il y a exceptionnellement, il a fallu associer et le Modopar et le baclofène. Exceptionnellement, c'est arrivé pour pouvoir arriver à atteindre des dystonies qu'on n'arrivait ni par l'un ni par l'autre. Mon chirurgien, c'est presque mon chirurgien hésite à m'opérer de la thyroïde à cause de beaucoup de soucis à chaque opération. Un autre hésite à opérer mon enfant des amygdales parce que j'ai fait des hémorragies suite à cette même opération. Comment guider ce genre de chirurgien réticent à opérer les patients saines? Je n'ai pas envie de s'arrêter. C'est la majorité des chirurgiens, quand ils recèdent, ils rejettent. Ou alors il faut les opérer en CHU, au moins, où il y a une vraie ça saigne, mais ça finit par s'arrêter. C'est plus que l'habitude.
Voilà. Alors, les chirurgiens, des fois, ils ne connaissent pas le CED, ils pensent que c'est un CED vasculaire, Voilà, ou des voilà. choses comme ça. Ouais, c'est Alors, ça. alors, le CED vasculaire, d'accord. Pourquoi est-ce qu'il y a des hémorragies dans les interventions? C'est parce qu'il y a une fragilité capillaire. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a un trouble de la coagulation, il y a une fragilité capillaire, donc, ça saigne plus parce que le capillaire est fragile. Donc, voilà, il y a lorsqu'il y a des interventions, voilà, il y a des règles, on évite de mettre des points résorbables parce que très souvent, ça arrive très souvent, ils se résorbent trop vite, alors ils se résorbent plus vite que d'habitude, donc ça pète. Et puis on laisse les points superficiels en nylon, peut-être le double de temps pour que ça cicatrise bien. Voilà. Donc, ça, ce sont J'ai un cas familial aussi, parce que c'est ma famille, du côté de mon frère, une jeune fille de 10 ans qui avait une jeune fille de 10 ans qui a un CED en fait, et qui est très bien traitée, il n'y a pas de souci, à part que s'est fracturé l'épaule sur une maladresse, et qu'à la place de 5 semaines pour consolider, elle a mis 10 semaines. Ça veut dire qu'il y a le tissu conjonctif osseux peut être impacté. Ce n'est pas les os de verre, mais c'est comme la cicatrice. Ça met plus longtemps à cicatriser, y compris pour une fracture. Alors, est-ce que le SAMA et le CED sont considérés comme des maladies auto-immunes? Non. Non. Merci pour la question. Donc non, ça n'a pas du tout. Que faire devant des ATM, des articulations temporomaxillaires esquintées chez un professeur de tuba et de trombone, si ce n'est une reconversion professionnelle totale? Il y a des spécialistes, on a 2 spécialistes sur Bordeaux qui s'occupent de ça. Il faut prendre l'avis des gens qui sont hyper spécialisés dans cette articulation. Il n'y a pas dans le tuba, mais des articulations. Dans cette articulation. Donc là, effectivement, il y a plein de choses, peut-être aussi au niveau de la posturologie. Ils sont posturaux, voilà. ils sont posturaux, et ils s'occupent de mâchoire. Effectivement, ils ont bien projeté le CED et ils produisent bien. C'est ça. C'est la posturologie à l'origine. Voilà. Bonjour. Qu'en est-il des restaurations enzymatiques ou de thérapie génique? Commentaire d'Iguel à cette question. Une compagnie annonce sur son site des travaux sur le CED, cyphoscoliotique, pardon, mais il n'y a pas eu d'essai sur des patients seulement encore précliniques en laboratoire. Bon, alors à ce moment-là, on connaît encore moins, donc on ne sait pas répondre à cette question compliquée de restauration enzymatique ou de thérapie génique. Non, je n'ai pas. Le c'est particulier. Oui. C'est particulier. Je n'ai pas connaissance. Nous, quand on a ça, on envoie directement au centre de référence. Alors, comment avoir les documents que vous proposez, dans mon cas pour mon allergologue, pour guider nos médecins et le docteur Org consulte-t-il toujours? Oui, il est là. Toujours, mais à Moliès maintenant. J'ai un magnifique bureau pour les familles avec 6 places. Où ça? Moliès. Sur la plage. Sur la plage. Comment avoir les documents que vous proposez? Ou bien ils existent déjà sur le site CED, il y en a quand même beaucoup, il faut aller chercher. Et puis, il y en a aussi sur des sites d'associations amies comme le CED France. Il y a beaucoup de documents. Et puis, s'ils n'existent pas, il faut nous faire un mail contact GERCED et on les fera peut-être bientôt si la demande est pertinente et si le document n'existe pas. Hernie hiatale ou hernie diaphragmatique vont-elles être dans les nouveaux critères du diagnostic? Non. La hernie diaphragmatique est-elle rare dans le CED? Non. Comme tout le monde. Oui, il n'y a pas de préférence. Voilà. Commentaire. Le gévocarnil aide beaucoup ma famille. Oui, c'est ce qu'on disait. Pour la médecin, voilà. Le Cymbalta m'a beaucoup aidé depuis 9 ans. Donc c'est bien, et tant mieux pour mes douleurs. Je suis en train de le réduire à court terme et le supprimer avec mon médecin.
très bien, et donc c'est un exemple qui contredit ce que je disais, et naturellement, il y a des exceptions. Moi, dans ma pratique, c'est un antidépresseur et ça n'agit pas sur la douleur. Quand on est dépressif, on peut avoir un effet, parce que si on est moins dépressif, ben, on peut avoir moins mal partout, à la tête et dans le corps. Mais ce n'est pas un médicament sur la douleur. Voilà, il faut avoir une dépression éventuellement pour pouvoir. C'est mon attitude, c'est ce que je pense. Il a complété la morphine. Donc voilà, et Cymbalta a diminué en complétant avec la morphine. Bon. Que je diminue aussi depuis 2 ans. C'est très bien, bravo, parce que avant cela m'était impossible tellement je souffrais. Voilà, donc la morphine, il faut absolument éviter. Et naturellement, quand on est médecin et qu'on voit son patient souffrir, on dit mais qu'est-ce que je peux faire? Je donne ça, je donne ça. On ne peut pas augmenter les doses. Jusqu'où je peux donner de la morphine pour soulager. Donc c'est logique qu'un médecin se pose cette question, quoi. Dans un CED, on se demande après quand on va l'arrêter, quoi. Et que on va être dans une inflation, parce que ça ne marche pas, hein, donc ça marche de moins en moins bien. Ça marche de moins en moins bien et on augmente les doses pour toujours soulager. Je me suis dit, non, mais là, il faut augmenter les doses parce que ce que vous m'avez donné, ça a été merveilleux et ça ne le fait moins. Donc, on arrive effectivement à quelque chose qui va devenir une prison avec la morphine. Donc, il faut vraiment essayer d'éviter de l'utiliser. Et si on l'utilise, déjà, c'est pour pas longtemps. Voilà, c'est vraiment la règle qu'il faut se donner. On est trop souvent avec des gens qui sont accros et qui ont des difficultés énormes pour s'en défaire. On les arrête, on va pas. Et pas 1 an, 2 ans pour s'arrêter. Hein. Bien plus, bien plus, bien plus. Donc, cette personne, très bien, elle a pu prendre du Cymbalta, ça l'a soulagée et elle a pu baisser ses doses de morphine. Bon, on n'est pas dans un cadre habituel non plus. Hein, très bien, ça l'a soulagé, et tant mieux. Et j'en suis content. Et je voudrais bien me tromper encore et qu'on trouve effectivement des médicaments. Et pour le Cymbalta, pour l'instant, malgré cet exemple, je reste sur ce que j'ai dit. C'est-à-dire, c'est un antidépresseur, on donne quand il y a une dépression. Et sur la douleur pure et les douleurs pures, on n'a jamais donné du Cymbalta dans une colique néphrétique. Voilà, hein. Tout est cas particulier. Chaque CED est particulier. Moi, il y a des grandes règles générales, mais il faut les adapter à chaque fois. Chaque individu est particulier à sa vie propre, même au sein d'une même famille. Vous avez 3 CED, ils ne seront pas identiques. Ils n'auront pas les mêmes symptômes, ils ne seront pas réceptifs au même traitement. Vraiment, il faut vraiment, c'est du traitement à la carte. Je prends, alors là, on est dans des consultations un petit peu. Je prends de la sertraline 100 mg, j'aimerais réduire ou arrêter. Que pensez-vous de cette molécule? Sertraline. Pourquoi était pas un antidépresseur? C'est un antidépresseur. Donc, ça dépend de l'indication. S'il y a une dépression, voilà, il faut une consultation. Est-ce qu'il y a une dépression? Est-ce qu'il n'y a pas de dépression? Est-ce qu'elle a plus mal avec la sertraline? Voilà, donc là c'est une consultation, quoi. On ne peut pas avoir de. La sertraline peut perturber la proprioception, donc augmenter. Est-il possible de contacter le GERCED en direct, en dehors des rencontres, pour obtenir le contact de spécialistes formés au CED et de ses comorbidités? Alors, non, parce que oui et non. Alors, vous pouvez contacter le GERCED par le mail contact, et puis on peut faire, voilà. Il y a énormément de gens qui disent « Est-ce que vous connaissez un médecin là? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est spécialisé dans le SAMA, dans le Pas-de-Calais ?» Ces questions-là, on ne peut pas y répondre. D'abord, si on connaît et si c'est officiel, la personne elle va être submergée. Donc, ils ne veulent pas. Voilà. Même ceux qui s'en occupent ne veulent pas qu'on dise non. Ils veulent pas. Il faut contacter plutôt les associations de patients. Voilà. Parce que les associations de patients, eux connaissent sur leur terrain en plus, donc ils peuvent renseigner beaucoup plus facilement. Voilà. Donc, quand on nous pose ces questions, on renvoie vers les associations de patients amis, voilà, en particulier Ensemble pour Manon, et puis CEDIM France. Il y a Minicet qui est une malade du syndrome de Nervandos qui a créé un groupe, c'est Je recherche mon médecin. Et là, il y a une. Oui. Minicet. Et en fait, tout le monde échange les adresses, les contacts et tout, et ça, c'est bien.
Voilà, la personne peut voyager, se déplacer, mais on n'a pas, on n'a pas ces renseignements, on n'a pas un annuaire, et les médecins éventuellement qu'on connaît ne veulent pas figurer sur un annuaire que le GRCED pourrait donner. C'est simple. Donc, localement, il y a des associations qui connaissent localement et ils veulent bien recevoir localement, mais certainement pas que ce soit. Voilà. C'est pareil, là, ce sont des consultations un petit peu. Voilà, je reste paralysé au niveau du thorax. Mes côtes sont comme bloquées avec mon diaphragme. Qui je peux consulter ou quelle imagerie, que faire? Bon, ça, ce sont des consultations privées. Désolé, là aussi, comme question, si vous contactez le GRCED pour avoir une consultation, on répond qu'on ne fait jamais de consultation par mail. Et que là, il faudrait beaucoup plus de renseignements et puis c'est une consultation privée. C'est les blocages informatiques du 7 qui sont classiques. Alors, il y a des blocages. Voilà, quand il y a des blocages, il faut souffler et tenir. Et respirer. C'est généralement ce que les gens ne font pas, parce qu'au contraire, ils sont déjà un petit peu suffisés, donc ils essayent d'en prendre le plus possible, alors qu'il faut essayer de souffler, tenir. Et voilà, on combat l'hypertonicité du diaphragme. Voilà. Et puis les côtes, quelquefois, on peut faire des injections de xylocaïne, Kilefra, etc. au niveau des côtes, et ça peut débloquer complètement une respiration. Voilà, encore une question ici, puis on arrive à la fin. Je voudrais savoir si la proctalgie fugace peut être en lien avec le décès. Proctalgie fugace, c'est-à-dire des crampes de l'anus. Ah oui. Ça peut être, si c'est en rapport, ça peut être avec une dystonie, éventuellement. Une dystonie localisée. Donc oui, ça pourrait être. Mais après, il faut voir, il faut faire un examen local, etc. Ce n'est pas un symptôme comme ça qui est fréquent. Et puis, ce n'est pas très fréquent. Et puis, mais pourquoi pas? Ça peut être une dystonie localisée. Oui. Non, c'était derrière d'abord. Excusez-moi. Et ça répond assez bien au ventre main il y a une année, en quelques minutes. Ça peut avoir pour l'asthme, aide à régler le ténesme de dyspnée régionale. Il y a un cas publié, et je l'ai essayé chez mes patients et ça fonctionne. Mais ça, c'est l'exemple. Je parlais ce matin des conversations qu'on pouvait avoir et des échanges sur notre liste interne. Et ça, c'est passionnant. Et Catherine Champagne fait partie aussi de notre liste. Et on s'apprend comme ça des tas de choses et qui sont éventuellement pas encore plus publiques. On discutait il n'y a pas très longtemps de traitements qu'on avait essayé. On se demandait pourquoi ça pouvait marcher avec des tas de pistes. Et je ne vais pas vous en parler là parce que c'était de la liste et que voilà, ça va peut-être ressortir. Et ça, c'est l'échange qu'on peut avoir. Et ça, oui, j'avais pas. Moi, j'en faisais plutôt un traitement de la dystonie, c'est-à-dire éventuellement du baclofen ou du Modopar, et puis quelque chose qui est encore plus simple. C'est-à-dire, il faut absolument l'essayer. C'est merveilleux. Oui, le problème odontologique, il faut le savoir, c'est le savoir sans servir. Aussi. Ça, c'est compliqué. Il y a beaucoup d'échecs. Les gens ne savent pas coordonner appui et inspiration. En fait, il faut leur apprendre. Maintenant, il y a d'autres distributeurs qui permettent de contourner cet obstacle. Mais la ventoline, il faut vraiment avoir l'habitude pour pouvoir prendre le produit. Souvent, parce que vous leur faites, moi je le fais faire aux patients, prenez devant moi, clac, et je vois la fumée. Parce que, comme ils n'ont pas coordonné le produit, il part dans tous les sens. Voilà. Donc, merci. On apprend plein de choses. D'accord. Alors, j'avais une question, c'était concernant des prises de sang très mal supportées qui déclenchent des malaises carabinés, sans être spécialement angoissé face à une prise de sang. Est-ce que ça s'explique par, je ne sais pas, avec le système neurovégétatif, le nerf vague? Est-ce que c'est la dysautonomie? L'hypersensibilité. Alors, quelle solution on peut trouver?
Ça, c'est pas un décès. On refuse la question, madame. Mais si par exemple on fait une prise de sang et que le sang ne sort pas. Ah bah ça arrive souvent. Ça arrive. Hein? Ça arrive. Ça arrive souvent. Ça. Bah oui. Oui. Mais ça peut être aussi une fragilité capillaire aussi, mais ça arrive. Alors, une dernière question donc, du chat, il y a quelqu'un qui pourra répondre, qui est ergothérapeute. Suite à un défilé thoraco-brachial, pensez-vous nécessaire de faire de l'ergothérapie? De l'ergothérapie? Oui. En rééducation claire. À la place de discuter, s'il vous plaît, entre vous, vous pourriez répondre à la question? Je vous la repose. Je sais pas, c'est ma voisine qui me parlait. Je veux pas, je veux pas vendre ma voisine, mais je suis désolée, justement. Elle vient en soutien et elle me... Et on a des noms. Ça fait 2 fois qu'il m'appelle, ça me défend. Suite à un défilé thoraco-brachial, pensez-vous nécessaire de faire de l'ergothérapie? Je connais pas le défilé pour être correct. Parce que vous... Et je ne suis plus, enfin, je travaille plus en tant qu'ergothérapeute depuis un certain nombre d'années dessus. Non, je connais. J'avoue que le terme défilé thoraco-brachial ne me parle pas. Je l'ai vu écrit, mais je ne sais pas à quoi ça correspond. Après, je veux bien répondre. À distance, tu verras que d'un côté, ça il résiste, de l'autre côté. D'accord. Et après, tu testes toutes les racines. C'est une compression musculaire au niveau de la plexus brachial. Ok, d'accord. C'est des tests de faiblesse d'un côté. Pensez-vous nécessaire de faire de l'ergothérapie, pourquoi pas, mais de la kiné sûrement. Voilà la réponse. Oui. D'autres questions? Et encore une dernière, oui, un peu fort. Oui, que pensez-vous des probiotiques? Ah. Ça peut avoir un intérêt. Oui. Ça a un intérêt. Ça a un intérêt. Alors, bon, on va parler 2 secondes de ce qu'on avait évoqué, c'est-à-dire c'est complètement empirique et autant la ventoline peut soulager un ténesme anal, autant les probiotiques peuvent avoir beaucoup d'efficacité. Et d'autant plus parce qu'on pourrait donner un traitement antibiotique parce que quelquefois, il y a un désordre de la flore intestinale et il y a des bactéries qui fabriquent de l'histamine. Et donc, ce n'est pas les mastocytes qui sont déjà, mais en plus des mastocytes, quand il y a un SAMA, il y a des pullulations microbiennes qui font de l'histamine. D'où l'idée un peu saugrenue comme ça, entre nous, dire, et si on donnait un traitement antibiotique pour un peu rétamer tout, et derrière, mettre des probiotiques. Et on réensemence, et on prend la place des bactéries qui étaient... Voilà. Et c'est une hypothèse, et il y a certains médecins qui disaient, ouais, moi j'ai essayé, et il y a un effet. Alors, voilà, c'est tout nécessaire. Oui, à toi. J'ai eu le cas récemment à l'association d'hier matin, une patiente 7 que j'ai fait reçue pour un diagnostic. J'en ai où elle avait mal, elle dit, je suis désolé, j'ai pris rendez-vous depuis 3 mois. Aujourd'hui, j'ai plus mal. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Je ne sais pas pourquoi. J'ai pris 10 jours d'amoxicilline pour une autre raison. Et elle avait un SAMA. Et depuis que j'ai pris l'amoxicilline, je n'ai plus mal. Je suis désolé. Je suis toujours fatigué, mais j'ai plus mal. C'est comme ça qu'on a pensé éventuellement à ce traitement. Voilà, il y a des choses. Donc, pour l'instant, ce n'est pas un traitement, c'est nous, entre nous, on se dit, tiens, la prochaine fois que, jusqu'où? Alors, les probiotiques sont encore plus appropriés là, juste derrière le traitement antibiotique, pour prendre la place de, éventuellement, cette pullulation microbienne qui a augmenté les taux d'histamine très importants et donc qui a majoré un SAMA. Oui. Je peux intervenir, c'est que Pilège est cher, mais le PDG de Pilège, qui était médecin pharmacien, s'intéresse à ça depuis des années sur l'hyperperméabilité. Il a fait toute une gamme. Et moi, je m'en sers effectivement parce qu'il y a toujours une hyperperméabilité intestinale dans le cas de ces pathologies-là. Moi, je donne de la glutamine à 3 grammes et je donne des probiotiques. Alors, ce que je donne, c'est l'actibiane tolérance
et Lactibian Mickey, qui sont des probiotiques qui sont faits pour la maladie inflammatoire de l'intestin. C'est avec ça que j'ai les meilleurs résultats et moi je conseille de faire une cure tous les trimestres. Voilà. Alors, maintenant, c'est empirique. Alors moi, je suis aussi formé par Pilège et je suis contre ce traitement. Pourquoi? Parce qu'il coûte trop cher. Non, mais c'est pour ça, c'est là où on a un avantage. Hein, voilà. Et à confronter. Voilà. Donc, on peut s'en passer, mais si on veut le prendre, c'est ça qu'il faut prendre. Alors, non, si on veut en prendre, il y a par exemple un autre labo qui s'appelle Florence et qui est 4 fois moins cher. Voilà. À la place de pratiquement presque 30 €, c'est 7,50 € la boîte de 30. Il y a 4 souches à 1 milliard et voilà. Ce qu'on a aussi intérêt à faire, c'est que si tout va bien, on peut en prendre printemps-automne et on peut changer aussi de labo parce que ça ne sera pas exactement les mêmes souches. Voilà. Donc, Pilège, effectivement, c'est une référence dans son Lactibian référence. C'est une référence dans les probiotiques. Moi, si j'ai arrêté Pilège, c'est le prix. Hein, ça va. Et qu'on a chez Florence quelque chose d'équivalent qui coûte 4 fois moins cher. Il faut savoir à 7 €. Il faut savoir que chez Pilège, ils ont une politique tarifaire particulière, à savoir qu'ils vous font moitié prix si vous commandez un conteneur. Donc il faut le commander par les sites internet spécialisés qui achètent en grande quantité, donc vous les avez à moitié prix par rapport au prix public. Voilà, ils seront quand même le double chez Florence. Ça restera double chez Florence, mais voilà, il y a une politique tarifaire qui est un peu bizarre. Voilà, donc ça, après, moi ça m'intéresse hein, quand ça coûte trop cher aussi et qu'on a une alternative, donc c'est pour ça que j'ai une formation Pilège et j'ai abandonné, parce que ça m'intéresse le prix, c'est trop cher. Eh bien voilà, ah non, oui c'est ça, c'est fini. Eh bien, c'est fini, donc on dit au revoir à tout le monde, parce que c'est fini. On dit au revoir à l'année prochaine, encore plus nombreux, avec une journée encore plus réussie. Et puis, on va faire directement l'Assemblée générale du GERCED pour les adhérents GERCED qui sont à jour de leur cotisation dans la foulée pour finir pas trop tard. Voilà. Laisser leur bâche pour l'année prochaine. Oui, les présents qui partent aussi, voilà, on s'en servira. Au revoir à tout le monde, au revoir ceux qui sont en visio. Merci d'avoir été patients et à l'année prochaine.